Bonjour. Charlemagne est un empereur conquérant. Il s'empare de vastes territoires et il agrandit le royaume dont il a hérité de son père. Il devient donc, en raison de ses conquêtes, empereur d'Occident, empereur de l'Ouest. Il se considère comme l'héritier des empereurs romains, comme l'Empire byzantin, qui se trouve, on le devine ici, en Orient, dans toute cette partie-là. Charlemagne, c'est-à-dire Charles le Grand, est le fils de Pépin le Bref. Pépin le Bref, c'est le premier roi carolingien. En fait, Pépin le Bref, au début, il n'était pas roi. Pépin le Bref, comme son père avant lui, Charles Martel, était maire du palais. C'est un peu comme un premier ministre. Ils avaient en fait tous les pouvoirs dans le royaume des Francs. Mais il y avait des rois mérovingiens. C'était la dynastie des Mérovingiens. C'est la dynastie de Clovis. Clovis, un personnage dont nous avons parlé, parce que nous on avait parlé de son baptême. Bon. Mais un jour, Pépin le Bref, qui est le maire du palais d'un roi mérovingien, peu importe son nom, envoie un message à Rome pour demander au pape, qui doit avoir le titre de roi? Celui qui a tous les pouvoirs et qui exerce le pouvoir, ou celui qui n'a que l'apparence du pouvoir? Le pape lui répond, celui qui doit être roi, c'est celui qui fait le travail de roi. Bon, tout simplement. Donc du coup, Pépin le Bref, il fait arrêter le roi mérovingien, il le fait enfermer dans un monastère, et puis il se fait couronner et sacré roi des Francs. À sa mort, son fils, Charlemagne, lui succède. C'est comme ça qu'on passe de la dynastie des Mérovingiens à la dynastie des Carolingiens. Nous nous étions intéressés, vous vous souvenez, à une autre dynastie, la dynastie des Capétiens. Il y a eu 3 dynasties dans le royaume de France. Alors Charlemagne, il a dû combattre, bien sûr, vous vous souvenez, le roi Didier, le roi des Lombards, pour s'emparer de la Lombardie. Il a en même temps rendu service au pape, parce que le pape était menacé par le roi des Lombards. Donc si le pape a accepté de le couronner empereur, c'est pour le remercier d'avoir évangélisé les Saxons par la force, et pour le remercier aussi de l'avoir délivré de la menace du roi des Lombards. Il choisit bien sûr le jour de Noël pour être couronné empereur, parce que pour les chrétiens, le jour de Noël, c'est une fête quand même importante, même si elle est moins importante que la fête religieuse de Pâques, vous en souvenez. Alors, Charlemagne se fait représenter comme un empereur romain, il ne ressemblait pas à ça. On suppose qu'il ressemblait à ça. C'est une statue qui représente, vous voyez, un homme sur un cheval. C'est soit Charlemagne, soit peut-être le fils de Charlemagne qui s'appelait Charles aussi, Charles le Chauve. En tout cas, c'est un roi, un empereur, il a une couronne et il tient une sphère, vous voyez, dans la main, pour montrer qu'il domine le monde, de manière symbolique. Donc voilà à peu près, si c'est Charlemagne, à quoi il devait ressembler. C'est la seule image que nous possédons peut-être de Charlemagne. Alors Charlemagne, pour gouverner, il se crée une nouvelle capitale, vous l'avez vu sur la carte, Aix-la-Chapelle, et dans cette capitale, un château, avec tous les éléments indispensables pour gouverner son immense royaume. Une salle où il va recevoir ceux qui gouvernent les différentes régions de son royaume, pour s'informer auprès d'eux de ce qui se passe, pour leur donner des ordres. Il a aussi des thermes, comme les empereurs romains, des lieux, des bains chauds, des bains plus froids, et puis des piscines aussi, parce que Charlemagne, c'est un nageur, il adore la natation. Ça, c'est ses appartements, pour lui et sa famille, avec aussi une école et une académie, parce que Charlemagne, c'est un homme qui ne savait pas lire ni écrire, qui a appris très tard et qui était fasciné par la lecture, l'écriture, qui s'est entouré d'écrivains, d'hommes qui d'ailleurs ont raconté sa vie ensuite. Et puis, évidemment, dans le palais, il y a un tribunal pour rendre la justice, et enfin une chapelle, une sorte d'église privée réservée à l'empereur, parce qu'évidemment, il va prier régulièrement, c'est un homme très chrétien, et il veut aller au paradis, il est profondément croyant. Que reste-t-il aujourd'hui de ce palais? Tout a disparu. Dans la ville d'Aix-la-Chapelle, il ne reste que la chapelle. La voici.
sur cette photographie, la chapelle, elle est là. Elle est immense, hein, c'est cette partie-là. À côté, c'est une cathédrale qui a été construite juste à côté de la chapelle. D'ailleurs, si on regarde bien, quand on le sait, on voit bien que c'est pas du tout la même manière de construire. Vous voyez la cathédrale? On reconnaît les arcs, ils sont brisés. C'est du gothique. Là, ici, la chapelle, c'est des arcs qui ressemblent aux arcs des Romains, puisque Charlemagne s'inspire des Romains. Hein, c'est avant l'arc roman, mais ça ressemble beaucoup aux Romains. Bon, et puis il y a une coupole là. Voilà, une coupole qui rappelle Sainte-Sophie. Parce que Charlemagne, dans sa capitale, il veut un bâtiment immense et très beau qui rappelle Sainte-Sophie. Si on entre à l'intérieur, que voit-on? D'abord c'est très beau, il y a du marbre, il y a des couleurs, il y a des peintures qui rappellent des mosaïques, on voit les arcs romans, des colonnes comme les Romains, et puis là on est sous la coupole, vous voyez. Alors on devine là, de la couleur or partout, hein, parce que c'est l'empereur, c'est la couleur prestigieuse, des personnages qui sont ici, vous voyez, habillés comme des Romains, vous voyez, avec des toges, etc. Là aussi, ce sont des saints, vous voyez, qui portent des bibles, avec des auréoles, vous voyez, c'est écrit en latin, évidemment. Tout ça rappelle beaucoup l'Empire byzantin. Et aussi, on se place sous la coupole, voilà, alors là, on voit, hein, la coupole, elle est entièrement peinte, et ça rappelle... alors évidemment, si vous regardez bien, c'est pas une coupole ronde, comme celle de Sainte-Sophie. Vous voyez? On voit, il y a 8 côtés, elle est octogonale. Elle est très belle, et puis bien sûr, au milieu, il y a Jésus, qui tient le livre, qui a une auréole, mais avec une croix derrière, pour rappeler qu'il n'est pas juste un saint, mais qu'il est mort sur la croix, qu'il est Jésus, et qui fait le signe de bénédiction. Puis là, il y a les trois symboles des 4 évangélistes, 4 écrivains de la Bible des chrétiens. Dans son palais, bien sûr, l'empereur dirige aussi. Hein. Donc son empire est tellement grand qu'il l'a divisé en plusieurs régions qu'on appelle des comtés. Et donc les comtes doivent venir chaque année lui rendre des comptes, justement. Ils doivent le rencontrer, lui parler, lui raconter. Là, c'est le cas. Hein. On voit l'empereur, il est là. C'est une miniature hein, qui date quelques années après la mort de Charlemagne. Donc là, il y a l'empereur, il est sans doute entouré de comtes. Voilà, des gens qui sont venus lui rapporter un petit peu ce qu'il en était, et il se fait présenter, ici, un document par un lettré qui a traduit un livre. Hein, voilà. Parce que l'empereur aime beaucoup la culture. Ces contes, il les fait surveiller. Hein, non seulement ils viennent lui raconter ce qui se passe dans leur région, s'ils ont bien appliqué ses lois, mais aussi l'empereur, il envoie des missi dominici. Missi, ça veut dire messager, hein, des gens qui sont en mission. Dominici, dominer, ça veut dire le maître, c'est-à-dire des envoyés du maître, des envoyés de l'empereur, qui vont vérifier dans chaque région si les comtes font bien leur travail. Ils y vont 2 par 2, il y a toujours un ancien comte, et puis un religieux. Toujours un religieux qui l'accompagne, parce que l'empereur fait confiance aux hommes de religion. Il croit qu'ils sont plus honnêtes, parce qu'ils sont proches de Dieu. Hein, et voilà. L'empereur développe aussi les écoles. Vous savez que l'idée qui court, c'est que Charlemagne a inventé l'école. Évidemment, non, il l'a pas inventée, elle existait bien avant lui, l'école, elle existe depuis très longtemps, l'école. Simplement, il a voulu qu'il y ait plus d'écoles qu'avant, et notamment des écoles dans les églises et les monastères pour former de bons fonctionnaires, des gens qui travaillent avec lui pour faire la loi, pour diriger son immense empire. Il fallait des gens qui sachent lire et écrire. Et lui qui, au début, ne savait ni lire ni écrire, il savait l'importance de lire et d'écrire. Donc, il crée aussi, avec les écoles, il crée des ateliers d'écriture pour recopier les livres anciens. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'imprimante, on n'imprime pas les livres. Les livres, avec le temps, ils finissent par... l'encre disparaît, les livres s'abîment, tout disparaît, donc il faut les recopier en permanence pour les conserver. Donc dans les monastères, il y a ce qu'on appelle des scriptoriums. Et là, ce sont des moines qui recopient les livres sur les pupitres, hein, page après page, et qui parfois les décorent. Ils font des miniatures, comme cette miniature-là, hein, qui décorait la page d'un livre. Alors justement, l'écriture change à l'époque carolingienne. Elle devient ainsi plus ronde. Alors pour vous comprendre, c'est-à-dire qu'on reconnaît bien les lettres, nous, maintenant, aujourd'hui. C'est du latin, donc on a du mal à lire si on ne parle pas le latin.
À l'époque des Mérovingiens, on écrit comme ça. Ouais. À l'époque de Charlemagne, on commence à écrire en caroline, du nom de Karl Charles. Vous voyez, les lettres sont rondes, on commence à les reconnaître bien, ces lettres. On voit bien les lettres de l'alphabet. Voilà. Là, on voit, c'est un fils de Charlemagne. Il s'appelle Lothaire. On voit à quel point il est habillé comme un Romain. Oui, il porte une cape, il porte une toge. Voilà. Et là, c'est un des livres, justement, de Lothaire, un des fils de Charlemagne. Alors, justement, à la mort de Charlemagne, l'empire est divisé. Il a 3 fils. Chacun de ses fils prend un morceau de son empire. C'est un peu la fin de l'empire carolingien, mais c'est pas la fin des Carolingiens tout de suite. Hein. Voilà. Et en fait, ces trois parties, vont donner naissance à 3 pays. La France, l'Italie, et puis un jour, l'Allemagne. Vous voyez, la capitale de Charlemagne, elle est là, Aix-la-Chapelle. Cet empire, nous l'avons vu, il va être menacé un jour, vous vous souvenez de cette carte? Il va être menacé par les Vikings, les Hongrois et les musulmans. Et vous vous souvenez, du coup, va y avoir, ce sera donc bien après Charlemagne, la constitution de seigneurie, des seigneurs, tout ce que nous avons vu. Voilà. Alors, l'empire de Charlemagne, il n'a donc pas duré très longtemps. Il a duré le temps de la vie de Charlemagne, c'est très peu. Si on le compare à l'autre empire qu'on a étudié, l'autre empire, il a duré 1000 ans. Donc c'est intéressant de comparer ces empires, ils ont des points communs, hein, ils s'inspirent des Romains, ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas duré du tout le même temps. Par ailleurs, leur religion est différente. Tous les deux, ils sont chrétiens, simplement en Occident, c'est les catholiques, ici c'est les chrétiens orthodoxes, ils veulent évangéliser leurs voisins, mais il y a de grandes différences dans leurs croyances. Vous vous souvenez, pour les Byzantins, les images qu'ils font, qui représentent la Vierge, qui représentent Dieu, ils pensent que ces images, elles sont sacrées, qu'il y a presque une présence de Dieu dedans. Donc avoir ce genre d'image, prier devant, c'est presque espérer avoir une bonne réponse, une réponse positive de Dieu. Alors que pour les catholiques, une image, ça n'est qu'une image, ça vaut rien, on peut la déchirer, on peut la jeter, il n'y a pas de souci. Évidemment, on essaie de faire les plus soignés possibles pour honorer Dieu. Les différences, elles sont là. Les différences, c'est que pour les catholiques, le chef, c'est le pape qui est à Rome. Pour les orthodoxes, c'est un patriarche, celui de Constantinople. La messe, elle est faite en latin. Chez les catholiques, elle a été faite en latin jusqu'au XXe siècle, jusqu'à une centaine d'années. À Constantinople, on l'a fait en grec. Enfin, troisième différence, les prêtres catholiques ne se marient pas, c'est toujours le cas aujourd'hui, ce sont des hommes qui n'ont pas le droit de se marier, alors que chez les orthodoxes, on a le droit d'avoir une famille. Voilà. Ça, c'est pour vous permettre de remplir ce tableau sur les différences. Ils sont chrétiens, ils croient au jugement dernier, il y a plein de points communs, mais il y a aussi des différences.